Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au rôle du tsar Nicolas II, qui croit rétablir son pouvoir autocratique et refaire l'unité de son peuple par une guerre victorieuse à la tête des troupes. Mais l'armée mal équipée et mal préparée pour une guerre longue accumule les défaites entre 1914 et 1915. L'Empire russe subit de lourdes pertes humaines et territoriales. Nicolas II veut changer le sort de la guerre et décide de prendre la tête de son armée. Vous voulez en savoir plus sur le tsar Nicolas II à la tête de l'armée russe? Venez avec moi. En 1905, la première révolution russe a mis fin juridiquement à l'autocratie, sans que ce mouvement de libération trouve un achèvement satisfaisant. Le tsar Nicolas II est resté au cœur d'un système désormais bancal, aboli par la seconde révolution, celle de février 1917. Outre l'Église orthodoxe, qui pâtit de l'alliance au nid du trône et de l'autel, ce sont en fait trois acteurs qui sont abattus par la coalition du peuple en colère, de l'opposition déçue et de l'état-major en train de perdre la guerre. Nicolas II, la dynastie Romanov et le régime monarchique. Si le premier règne avec une réticence visible qui n'atténue pas une obstination aveugle, la seconde ne se montre pas capable de fournir une solution. L'héritier, Alexis Romanov, né tardivement, souffre d'une hémophilie qui le condamne à une disparition précoce. Les autres Romanov ne brillent pas par leur sens politique. Même le commandant en chef des armées, Nicolas Nikolovetsky, sans parler de Dimitri Pavlovitch, qui s'est compromis dans l'assassinat grotesque de Raspoutine. Sans la guerre dans laquelle s'est présomptueusement aventurée la Russie, puissance européenne du XIXe siècle, maintenant dépassée, cet équilibre instable se serait sans doute maintenu par la force de l'ordre établi. Mais la mise à l'épreuve du pays et du pouvoir impérial précipite les événements. En quelques jours, la dynastie cède la place. En quelques semaines, elle ne correspond plus aux aspirations de la société. En quelques mois, elle disparaît physiquement. Ni par son éducation, ni par son tempérament, Nicolas II n'est préparé à la tâche écrasante de gouverner un immense empire, agité depuis un demi-siècle par les mouvements sociaux et politiques les plus divers. De caractère timide, au goût modeste et bourgeois, préférant la vie familiale, il reçoit l'éducation limitée d'un officier de la garde. Le 26 novembre 1894, il épouse Alice, princesse de Hesse, qui prend le nom d'Alexandra Fedorovna, dotée d'un caractère plus fort mais moribide, tombant facilement sous la coupe des spiritualistes, en particulier de Raspoutine, qui possédait le don d'arrêter l'hémophilie du tsarévitch. Incapable de choisir de bons collaborateurs et aussi de comprendre qu'il fallait modifier le système autocratique, il ne peut se résoudre à renoncer au pouvoir absolu, tout en manquant en même temps de la volonté et de la personnalité nécessaires pour l'imposer. Dès son avènement, le tsar Nicolas II, tout comme son père, proclame son intention de ne pas libéraliser le régime. Poussé par ses conseillers, il s'engage en Asie dans une politique ayant pour dessein de faire la Russie une grande puissance eurasienne. Mais l'issue malheureuse de la guerre russo-japonaise provoque la première révolution de 1905. Dès son avènement, Nicolas II lui-même balaie tout espoir d'ouverture. Il affirme sans ambiguïté qu'il gouvernera de la même manière que son père, en s'appuyant sur la tradition réelle ou revisitée et sur l'idée qu'il se fait du lien particulier entre le souverain et son peuple. L'armée et la bureaucratie demeurent tout aussi concertées. La noblesse et l'Église orthodoxe conservent leurs privilèges, mais le monarque se détache de ses soutiens institutionnels, voire s'en méfie. L'autocratie de la dynastie Romanov, qui, au XIXe siècle, semblait jouir d'une autorité absolue, est de plus en plus remise en cause. Depuis la crise bosniaque de 1908, Nicolas II et une partie de l'opinion russe craignent la montée du pan-germanisme, incarné par l'alliance de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Pendant les premiers mois de la guerre, Nicolas Nikolovetsky est nommé commandant de l'armée impériale russe et avec la discrète approbation du tsar et du conseil des ministres, lance une proclamation aux Polonais et aux autres peuples slaves d'Autriche-Hongrie pour les inviter à se ranger sous la bannière russe. En fait, cet appel aux revendications nationales est vite contredit par la politique de russification de l'administration, des écoles et du clergé menée en Galicie orientale et en Bukovnie, occupée par l'armée russe après la première offensive de Galicie en 1914.
L'attentat du 28 juin 1914 et l'ultimatum austro-hongrois à la Serbie du 23 juillet poussent la Russie à soutenir son allié serbe face à la double monarchie. Pour couper court aux tentatives des Austro-Allemands visant à soulever la Pologne russe, il appelle à la renaissance sous ce sceptre d'une Pologne libre de sa foi, de son langage et ayant droit de se gouverner par elle-même. Cette proclamation, approuvée en sous-main par le tsar et le Conseil des ministres, se révélera vite en contradiction avec la réalité de l'occupation russe de la Pologne. Les Russes, qui occupent la Galicie orientale après la débâcle de l'armée austro-hongroise à la bataille de Lemberg, y mènent une politique de russification, implantant des fonctionnaires russes et ferment 3000 écoles polonaises et ruthènes. Après les batailles non décisives de l'été 1914, l'Allemagne du Kaiser Guillaume II comprend qu'elle s'engage dans une guerre d'usure. Elle demande à l'Empire ottoman, à laquelle elle est liée par un traité secret signé le 2 août 1914, une intervention rapide dans le conflit. Sur le front du Caucase, l'offensive ottomane de Saramankis en décembre 1914, janvier 1915 est un désastre total. L'armée ottomane, mal équipée, perd 2 corps d'armée par le froid et les maladies, plus que les combats. Cependant, l'offensive britannique des Dardanelles, maritime en février 1915, puis terrestre par débarquement dans la péninsule de Gallipoli de mars 1915 à janvier 1916, se révèle une impasse. Sur son bureau, le tsar relit les dépêches et rapports envoyés par son oncle. Avant la mi-août, Nicolas II est informé que la rapidité de la progression allemande menace Paris. Le grand-duc Nicolas envoie une instruction que son neveu ne peut qu'approuver. Étant donné que l'Allemagne déclare la guerre d'abord à nous, et que la France, en sa qualité d'allié, a cru de son devoir de nous appuyer immédiatement, il est nécessaire de soutenir les Français, alors qu'ils ont supporté l'effort principal des Allemands. Mes premiers devoirs et obligations sont de venir en aide à la France. Le tsar s'associe à la décision du général en chef, prouvant ainsi son honnêteté et son respect de l'alliance franco-russe. Nicolas II exige que ses généraux harcèlent l'arrière des troupes allemandes en Prusse orientale. La première armée russe fonce vers Königsberg et bloque par surprise la 8e armée du Kaiser. Berlin est donc obligé de retirer du front français 2 corps d'armée et de les transférer loin vers le nord-est. Ainsi, le plan d'encerclement de Paris est affaibli. L'intervention russe, décisive bien que souvent oubliée ou minimisée, est ordonnée au nom du tsar Nicolas II. Et c'est une des fiertés du tsar. La bataille de la Marne stoppe l'avancée ennemie à 50 km de Paris. Le maréchal Foch écrira plus tard « Si la France existe encore, c'est beaucoup grâce à la Russie, qui a permis de desserrer l'étau de l'ennemi sur la Marne. » Un nouveau rapport confirme au tsar que sans la contribution cruciale des Russes à l'été 14, la France aurait été vaincue comme en 1870 et Paris aurait été assiégé encore une fois. Malheureusement, le renforcement allemand en Prusse orientale nuit aux positions des armées tsaristes. Le 30 août, celle de Samanov est encerclée et écrasée à Tannenberg. Le bilan est terrible, encore aggravé par une deuxième défaite dans la région des lacs de Mazourie, début septembre. Le général Samnozov se tire une balle dans la tête. Dans les rangs russes, on compte 70 000 tués et près de 90 000 prisonniers. Le succès russe contre les unités austro-hongroises en Galicie, dans la partie autrichienne de la Pologne, est accueilli avec ferveur. Mais cette bonne nouvelle ne compense pas les désastres précédents. Pour secourir la France, la Russie, Nicolas II y tenait, avait divisé ses forces. Ce prix de la fidélité est particulièrement lourd. Le tsar évite d'en parler à Alexandra Fedorovna, mais de nouveaux trains chargés de blessés arrivent, révélateurs d'une préoccupante réalité. Les espoirs radieux des premiers jours de la guerre où la Russie allait engranger des victoires rapides ont fait place à de cuisants revers. Mal préparée, l'industrie d'armement ne peut ravitailler les fronts en quantité suffisante et un peu partout l'intendance est défaillante. Le 11 octobre, la guerre devient également sous-marine. Quand le cuirassé russe Palada est coulé par un submersible du Kaiser le 28 sans avoir déclaré la guerre, l'Empire ottoman bombarde la flotte du tsar et les ports russes en mer Noire. Le comble qui exaspère Nicolas II est que cette attaque provient de navires allemands offerts aux Ottomans.
L'agression oblige la Russie, mais également la France et la Grande-Bretagne, ses alliés, à entrer en guerre contre l'Empire ottoman. À la fin de 1914, le tsar est conscient que l'on compte déjà en Russie 1 200 000 tués, blessés, prisonniers ou disparus. Rares sont ceux qui connaissent la vérité de cette situation épouvantable. Pire, il va falloir lever de nouvelles troupes. Le tsar s'interroge. Son oncle est-il le commandant en chef qui convient ? Si l'Italie du roi Victor Emmanuel III, qui était liée sans enthousiasme à Berlin et à Vienne, rompt son alliance et rejoint le camp russo-franco-britannique le 26 avril 1915, le torpillage du paquebot Lusitania, navire civil sous pavillon britannique, avec 122 victimes américaines, révèle le déchaînement de l'état-major de Guillaume II. L'offensive austro-allemande du 2 mai provoque la déroute des armées du tsar. Elles doivent abandonner la Pologne et la Lituanie. Une partie du territoire russe est occupée et les pertes, impossibles à dénombrer, sont estimées à plus de 3 800 000 morts, blessés ou prisonniers. La moitié des effectifs est hors de combat, l'activité économique faiblit et les usines d'armement mal approvisionnées tournent au ralenti. Nicolas II réalise que la Russie n'était pas prête pour une guerre aussi longue, déjà 10 mois, et sur une superficie aussi étendue. Maudit Balkan, le tsar est acculé. En juillet, la 4e Douma, qui siège depuis le 15 novembre 1913, est réunie par le souverain contre l'avis d'Alexandra et de Raspoutine. L'opposition progressiste réclame un gouvernement qui ait la confiance de la nation. Au lieu de faire face et d'arbitrer la crise entre le Parlement et la bureaucratie, Nicolas II considère que les échecs militaires incombent au grand-duc Nicolas. Le comte White, ancien ministre des Finances disgracié depuis 1906, écrira que le grand-duc, dont il avait déploré la nomination, est peu intelligent et peu cultivé. Outre les pertes humaines et territoriales, les larcins commis par les déserteurs font monter le mécontentement. Le 25 août 1915, le tsar révoque son oncle et décide d'assumer lui-même le commandement en chef des armées impériales. L'ensemble des ministres et l'impératrice douairière, Maria Fedorovna, supplient le tsar de revenir sur sa décision qu'elle juge catastrophique. En effet, c'est une triple faute. Premièrement, malgré les défaites, le grand-duc reste très apprécié parmi les troupes, et il bride un début de défaitisme. Deuxièmement, en se plaçant lui-même à la tête de ses armées, le tsar Nicolas II sera responsable de tout, surtout des revers. Il personnifiera l'échec. Troisièmement, encore plus grave, le tsar quitte Petrograd et s'installe au grand quartier général, sur les bords du Dniepr, à 784 km au sud. En abandonnant Petrograd, Nicolas II laisse un vide institutionnel impossible à combler, et prouve aussi qu'il n'est pas indispensable, ce qui le hantait. Sans la nommer régente, il délègue ses pouvoirs à Alexandra Fedorovna, mais tout le monde comprend que Raspoutine en est le réel dépositaire. Seule l'impératrice et Raspoutine ont encouragé le tsar à quitter Petrograd. C'est une rupture impensable et considérable pour le couple impérial. Jamais depuis leur mariage, Nicolas II et Alexandra Fedorovna n'ont accepté d'être séparés. Or, celle-ci est le grand-duc, qui vient d'être démis de ses fonctions. Pour deux raisons. Il avait épousé son ancienne amie Anastasia de Monténégro, divorcé, ce qui était condamnable pour la tsarine. De plus, il avait dénoncé les manœuvres et l'influence de Raspoutine. Il avait même menacé de tuer le mystique. Avec le désir que s'il visitait le grand quartier général, qu'il le pendrait. La tsarine a donc soutenu son mari en visant un double but, éliminer un ennemi de son mentor, dont elle a, plus que jamais, besoin dans ces temps tragiques, et permettre à Raspoutine de sauver la Russie impériale, car selon elle, seul le moine guérisseur en a le pouvoir, tandis que sous la conduite de Raspoutine, elle va peser lourdement sur l'esprit du tsar. La correspondance quotidienne qu'Alexandra va adresser en anglais à Nicolas II sera une succession de reproches qui n'écoutent que les bons conseils de Raspoutine, tous orientés dans le sens d'une politique autocratique et pacifique. Mais pour être conciliante, Alexandra commence par féliciter son mari. Tu as livré ce grand combat pour ton pays, pour ton trône, seul, avec bravoure et décision. Tu as prouvé que tu es l'autocrate sans lequel la Russie ne peut exister. Pardonne-moi, mon ange,
de ne pas t'avoir laissé en paix, d'avoir tant insisté, mais je connais trop ta nature bonne et douce, et cette fois il fallait la vaincre. Tout cela est pour le bien, comme le dit notre ami. Ensuite, les suggestions du Starret sont pressantes. Exemple, le 1er novembre 1915, notre ami est très affligé par la nomination de Trepov au ministre des Transports. Il sait qu'il est comme toi. 6 janvier 1916, notre ami regrette qu'on ait commencé l'offensive sans demander son avis. Il t'aurait conseillé d'attendre. Le 14 mars 1916, je t'envoie une pomme et une fleur de notre ami. Il considère que le général Yanov conviendrait bien pour le poste de ministre de la guerre. Raspoutine devient, par l'intermédiaire d'Alexandra Fedorovna, le directeur de conscience et le censeur du tsar. Nicolas II est sous sa tutelle politique et militaire à travers la tsarine, qui lui est soumise par une dévotion aveugle. Depuis longtemps, elle dit avoir une influence sur les affaires de l'État, or celle-ci se manifestant au pire moment. Seule l'impératrice et Raspoutine ont encouragé le tsar à quitter Pétrograd. C'est une rupture impensable et considérable pour le couple impérial. Jamais depuis leur mariage, Nicolas II et Alexandra Fedorovna n'ont accepté d'être séparés. Or celle-ci est le grand-duc, qui vient d'être démis de ses fonctions. Pour 2 raisons. Il avait épousé son ancienne amie Anastasia de Monténégro, divorcé, ce qui était condamnable pour la tsarine. De plus, il avait dénoncé les manœuvres et l'influence de Raspoutine. Il avait même menacé de tuer le mystique. Avec le désir que s'il visitait le grand quartier général, qu'il le pendrait. La tsarine a donc soutenu son mari en visant un double but, éliminer un ennemi de son mentor, dont elle a plus que jamais besoin dans ces temps tragiques, et permettre à Raspoutine de sauver la Russie impériale. Car selon elle, seul le moine guérisseur en a le pouvoir. Tandis que sous la conduite de Raspoutine, elle va peser lourdement sur l'esprit du tsar. La correspondance quotidienne qu'Alexandra va adresser en anglais à Nicolas II sera une succession de reproches qui n'écoutent que les bons conseils de Raspoutine, tous orientés dans le sens d'une politique autocratique et pacifique. Mais pour être conciliante, Alexandra commence par féliciter son mari. Tu as livré ce grand combat pour ton pays, pour ton trône, seul, avec bravoure et décision. Tu as prouvé que tu es l'autocrate sans lequel la Russie ne peut exister. Pardonne-moi, mon ange, de ne pas t'avoir laissé en paix, d'avoir tant insisté, mais je connais trop ta nature bonne et douce, et cette fois il fallait la vaincre. Tout cela est pour le bien, comme le dit notre ami. Ensuite, les suggestions du Starret sont pressantes. Exemple, le 1er novembre 1915, notre ami est très affligé par la nomination de Trepov au ministre des Transports. Il sait qu'il est comme toi. 6 janvier 1916, notre ami regrette qu'on ait commencé l'offensive sans demander son avis. Il t'aurait conseillé d'attendre. Le 14 mars 1916, je t'envoie une pomme et une fleur de notre ami. Il considère que le général Yanov conviendrait bien pour le poste de ministre de la guerre. Raspoutine devient, par l'intermédiaire d'Alexandra Fedorovna, le directeur de conscience et le censeur du tsar. Nicolas II est sous sa tutelle politique et militaire à travers la tsarine, qui lui est soumise par une dévotion aveugle. Depuis longtemps, elle dit avoir une influence sur les affaires de l'État, or celle-ci se manifestant au pire moment. Comme on l'a vu, la raison qui pousse le tsar à prendre la décision de diriger l'armée est liée aux rivalités opposant la Russie à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie, l'entraînant à conclure une alliance avec la France et s'impliquer dans les affaires des Balkans. La crise de juillet ouvre un conflit général où la Russie est alliée à la France et au Royaume-Uni. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pour ça, likez, commentez et vous abonnez. Je vous remercie à tous.